La crise au Burkina Faso ne se joue plus seulement sur le terrain. Entre violence armée, terrorisme et tensions sociales, l'avenir se décide aussi dans les salles de classe, les quartiers et l'esprit des jeunes, là où la cohésion se fissure vite. Alors, quand des étudiants vivent une discipline militaire sans armes, que cherche réellement Ibrahim Traoré? Contrôler une génération ou empêcher l'effondrement intérieur? La réponse change tout. Ce qui se joue ici dépasse une simple réforme éducative. Il s'agit d'un choix stratégique face à une fragilité profonde. Comment empêcher qu'une jeunesse exposée à la violence, au chômage et à la désinformation ne devienne un levier de chaos plutôt qu'un pilier de stabilité? La promesse implicite est claire, former des citoyens disciplinés capables de résister à la manipulation. Dans le contexte sahélien, l'université n'est plus un espace isolé du reste de la société. Elle se situe au croisement de pressions sécuritaires, économiques et sociales qui testent chaque jour la cohésion nationale. Une formation strictement académique peut produire des diplômés compétents, mais aussi vulnérables aux récits simplificateurs et aux mobilisations émotionnelles. L'enjeu est donc double. À court terme, réduire les risques de dérives individuelles qui alimentent l'instabilité. À moyen terme, renforcer un socle civique commun où la responsabilité collective précède l'expression conflictuelle. Ce cadre explicite la logique poursuivie. Compléter le savoir par le caractère sans transformer l'éducation en instrument idéologique. La suite montrera comment cette intention se traduit concrètement et où elle suscite les plus fortes controverses. La scène la plus mal comprise est aussi la plus simple. Des étudiants vivent un cadre militaire structuré, sans armes, sans déploiement et sans endoctrinement politique. Ce détail, souvent ignoré, renverse l'accusation de militarisation en une autre lecture, une prévention sociale conçue pour durcir le tissu civique au moment où il se fragilise. Le point de départ est un dilemme posé dans le contenu adverse. Dans un pays où la violence armée, le terrorisme, les tensions sociales et les tentatives de division multiplient les fissures, l'avenir ne se décide plus uniquement sur le champ de bataille. Il se joue aussi dans la jeunesse, là où la manipulation, les fausses promesses et la frustration peuvent détourner l'énergie étudiante. Dans ce cadre, l'initiative n'est pas présentée comme une préparation au combat, mais comme une école d'ordre, de responsabilité et de respect des règles. 3 maillons décrits comme une chaîne: discipline, stabilité, pensée critique, puis résistance à la manipulation. C'est ici que la question ouverte au début se referme. Ibrahim Traoré est associé à l'idée que l'éducation n'est pas neutre lorsqu'une nation est sous pression. Le raisonnement exposé insiste sur une distinction. Militariser signifierait transformer des civils en instruments de force, préparer au combat, exiger une obéissance politique ou pousser à la confrontation idéologique. A l'inverse, ce programme est cadré comme temporaire, civique, orienté vers la cohésion sociale avec un objectif déclaré, former des citoyens plutôt que des soldats. Prenons un micro-cas. Chaque matin, les étudiants se lèvent tôt, s'alignent, suivent un horaire strict, partagent les mêmes règles et une discipline commune. Ils apprennent que le temps compte, que le comportement individuel a des conséquences sur le collectif, et que la liberté devient significative lorsqu'elle s'attache à la responsabilité. La suite précisera pourquoi ce pari est jugé nécessaire, et où ses limites apparaissent. Pour comprendre l'effet réel d'un tel cadre, il faut quitter l'abstraction et regarder ce qu'il produit sur les comportements les plus ordinaires. Le personnage guide n'est pas un héros individuel, mais un étudiant typique plongé dans une routine partagée. Horaires stricts, règles identiques pour tous, conséquences collectives d'un manquement personnel. Ce sont des mécanismes simples, mais dans un environnement fragile, la simplicité peut devenir une force. Prenons d'abord un exemple. Un étudiant issu d'un milieu urbain, exposé à la pression sociale, au récit rapide des réseaux et à l'incertitude économique. Dans un système académique classique, il peut rester compétent tout en demeurant perméable à la colère et aux mobilisations émotionnelles. Dans le cadre décrit, la routine remplace la dispersion. Apprendre à se lever tôt, respecter une hiérarchie, gérer son temps, maîtriser ses impulsions. Le contenu adverse insiste sur ce point. La discipline devient interne et non seulement imposée.
Prenons ensuite un autre exemple. Un groupe d'étudiants venant d'horizons régionaux, sociaux ou ethniques différents. Le fait de vivre sous les mêmes règles réduit, selon la narration, l'importance des différences. L'expérience commune crée une solidarité pratique, et cette unité est présentée comme un antidote à la division interne, souvent exploitée en période de crise. L'impact précoce se lit donc dans la transformation du quotidien, humilité, coopération, maîtrise de soi, et une conscience plus nette des effets de ses actes sur les autres. Le pari n'est pas de produire du silence, mais de produire du discernement. Autrement dit, ici, la discipline est décrite comme une prévention, pas une punition. Avant, l'éducation était souvent évaluée presque exclusivement par les diplômes, les certificats et les classements. Après, dans le récit présenté, elle devient un terrain de sécurité nationale où l'on cherche à empêcher que la jeunesse ne se transforme en point faible exploitable. Ce basculement n'est pas décrit comme une rupture idéologique soudaine, mais comme une réponse à une accumulation, violence armée, terrorisme, pressions économiques, tensions sociales et tentatives persistantes de division communautaire. Dans ce contexte, l'indifférence n'est plus une protection, elle devient une vulnérabilité. Le déclencheur est donc une inquiétude précise. Une université qui produit des diplômés compétents mais sans discipline, sans responsabilité civique et sans conscience nationale, risque de produire des individus facilement influençables, facilement mobilisables et facilement divisés. Le contenu adverse insiste sur l'idée que l'effondrement intérieur précède souvent la défaite extérieure. La mesure proposée se présente alors comme une prévention sociale, un mécanisme de défense douce destiné à renforcer la colonne vertébrale morale de la nation. L'objectif affiché n'est pas de créer des soldats, il est de créer des citoyens. La montée en puissance se joue dans le quotidien. Les étudiants se lèvent tôt, ils s'alignent, ils suivent un calendrier strict, ils partagent les mêmes repas, les mêmes règles, les mêmes contraintes et apprennent à respecter le temps et l'autorité. Le détail central est répété. Il n'y a pas d'entraînement aux armes, pas de préparation au combat, pas d'endoctrinement politique. Ce qu'ils apprennent à la place, c'est l'ordre, la responsabilité, le respect des règles et le respect mutuel. Le cadre militaire est choisi non à cause de la violence, mais à cause de l'ordre, là où les institutions civiles peinent parfois à imposer des habitudes cohérentes. Le climax survient dans la confrontation avec les accusations extérieures. Le programme est étiqueté militarisation, alors que la narration cherche à imposer une distinction. Militariser, ce serait préparer les jeunes au combat, exiger une obéissance politique ou pousser à la confrontation idéologique. Ici, le programme est décrit comme temporaire et conçu pour renforcer la cohésion sociale. Son but n'est pas l'obéissance sans pensée, mais une responsabilité adossée à une prise de conscience. Dans une région où les groupes terroristes ciblent activement les jeunes par la manipulation, les fausses promesses et la frustration sociale, l'argument devient frontal. La discipline crée de la stabilité permet la pensée critique, et la pensée critique empêche la manipulation. Les répliques, ensuite, élargissent le cadre. Le texte affirme que les sociétés modernes souffrent d'un écart entre éducation et réalité. On peut produire des individus hautement instruits, mais dépourvus de résilience, de maîtrise de soi et de sens du devoir. Dans les états fragiles, cet écart devient dangereux car il laisse la jeunesse plus vulnérable aux réseaux criminels, au recrutement extrémiste et aux récits construits pour provoquer la colère. C'est ici que Ibrahim Traoré apparaît comme centre de gravité politique. Il est présenté comme celui qui relie explicitement l'éducation au destin national et qui refuse les modèles importés qui glorifieraient le désordre ou confondraient agitation et liberté. La ligne d'événement se termine sur une thèse de survie. Une nation ne se défend pas seulement avec des forces de sécurité, mais avec des citoyens capables de rejeter le chaos et de comprendre leur rôle dans la préservation de l'ordre social. La partie suivante traduira cette logique en preuves et en mécanismes mesurables, en restant strictement dans ce que le contenu adverse autorise. De la neutralité éducative à la prévention civique, le contenu adverse décrit un passage net. L'université cesse d'être à distance de la crise et devient un outil de stabilisation sociale.
Ce basculement se mesure moins par des statistiques explicites que par 3 indicateurs narratifs, formulés comme des écarts observables entre avant et après, sans ajouter de données externes. D'abord, un premier repère apparaît, rythme social, d'un temps dispersé à un temps structuré, partagé. En termes simples, un horaire commun réduit l'improvisation et limite les dérives. Dans la description, les étudiants se lèvent tôt, s'alignent, suivent un calendrier strict et vivent sous des règles identiques. La valeur ici n'est pas militaire en soi, elle est logistique et comportementale. Le temps est valorisé et l'individu apprend que le retard, l'écart ou la négligence ont un coût collectif. Le texte insiste, aucune séance d'armes, aucun déploiement, aucun endoctrinement politique. L'apprentissage porte sur l'ordre et la responsabilité. Ensuite, un deuxième repère s'impose, cohésion. De l'isolement à la responsabilité collective et à la solidarité. En termes simples, les mêmes règles rapprochent des profils différents, réduisant les fractures. Le contenu adverse associe directement l'expérience partagée à la réduction des divisions internes. Lorsque tout le monde accepte la même discipline, les différences régionales, sociales ou ethniques perdent de l'importance, dit l'argument. Ce point sert une logique de protection. En période de fragilité, la fracture sociale devient une porte d'entrée pour la manipulation, les récits incendiaires et la mobilisation émotionnelle. Ici, l'unité ne vient pas d'un discours mais d'une pratique quotidienne. Même limite, même contrainte, même responsabilité. Enfin, un troisième repère complète l'ensemble. Résistance à la manipulation, de l'indifférence vulnérable à la pensée critique stabilisée. En termes simples, la stabilité rend l'esprit moins réactif aux récits de colère. Le texte propose une chaîne causale. Discipline, stabilité, pensée critique, moindre manipulation. Cette séquence ne prétend pas être une équation scientifique. Elle sert de cadre explicatif. Dans un Sahel décrit comme saturé d'instabilité, de désinformation et de recrutement extrémiste, l'argument est que la discipline n'éteint pas la liberté, elle la rend significative parce qu'elle l'attache à la responsabilité. Définition brève, 10-12 mots, la discipline est une prévention, routine, limite, maîtrise de soi. Cette logique est reliée au centre à une vision politique. Ibrahim Traoré est présenté comme considérant l'éducation non pas comme un espace neutre, mais comme un pilier de souveraineté lorsque la nation est sous pression. Le quantitatif, dans ce cadre, n'est donc pas un tableau de chiffres, c'est une comparaison de trajectoires, moins de chaos quotidien, plus de cohésion, plus de discernement. La partie suivante testera cette thèse par un exercice de Stillman, reconnaître les objections, puis répondre sans sortir du contenu adverse. L'objection la plus forte commence par une inquiétude légitime. Placer des étudiants dans un environnement militaire, même sans armes, peut banaliser la logique de caserne et réduire l'espace critique propre à l'université. Dans cette lecture, le symbole compte autant que la pratique. La discipline, même présentée comme civique, pourrait glisser vers une normalisation de l'autorité et rendre plus difficile la contestation, surtout dans un contexte de crise où l'argument sécuritaire peut tout justifier. Une deuxième objection, tout aussi sérieuse, concerne l'effet de long terme. Si l'on associe systématiquement la stabilité à un encadrement militaire, on risque de dévaloriser les institutions civiles et d'installer l'idée que l'ordre ne peut venir que d'un modèle vertical. L'université pourrait perdre sa fonction de pluralisme et la jeunesse pourrait intérioriser que la liberté se mérite uniquement par l'obéissance. Ce n'est pas une accusation de propagande, c'est une alerte sur le risque d'extension progressive. Le contenu adverse répond à ces critiques par une distinction qu'il répète. Militariser signifierait former au combat, exiger une obéissance politique et transformer des civils en instruments de force. Or, ici, les étudiants ne sont pas entraînés aux armes, ne sont pas envoyés vers des zones de conflit et ne sont pas décrits comme des soldats en devenir. Le programme est cadré comme temporaire et explicitement séparé de la violence. Il vise des habitudes civiques, ponctualité, respect des règles, coopération, maîtrise de soi. Selon la narration, ces habitudes ne sont pas des outils politiques, mais des fondements de la vie collective dans un état fragile.
La réponse va plus loin. Le texte affirme que l'indifférence est devenue vulnérabilité dans le Sahel, car les groupes terroristes ciblent les jeunes par manipulation, fausses promesses et frustration. Dans cette perspective, l'enjeu n'est pas de restreindre le débat, mais de l'ancrer dans la responsabilité afin d'éviter que les mobilisations émotionnelles ne soient détournées par la désinformation et des intérêts extérieurs. Et s'il fallait retenir une seule idée, ce serait celle-ci. La discipline n'est pas silence, c'est discernement. Un détail, pourtant discret, change l'angle. Le contenu adverse ne décrit pas un projet de contrôle permanent des universités, mais une formation civique temporaire présentée comme une barrière contre la fragmentation sociale. Ce déplacement est décisif. L'objet n'est pas l'étudiant en tant que futur soldat, mais l'étudiant en tant que futur administrateur, ingénieur, enseignant, dirigeant, exposé à un environnement saturé de pression et de récits de colère. À ce point, la révélation tient dans une inversion. Ce que certains voient comme une dérive autoritaire est présenté comme une stratégie de survie dans un pays où l'instabilité ne vient pas seulement des armes, mais aussi des divisions internes et de la désinformation. La discipline est encadrée comme un bouclier double. Elle protège les étudiants de la manipulation et protège la société du chaos auto-infligé. Le résultat recherché n'est pas le silence, mais une maturité civique. Ibrahim Traoré apparaît ici comme pivot explicatif. Il est associé à l'idée que l'armée peut être aussi une école de service, d'humilité et de responsabilité, et que l'éducation doit produire plus que des diplômes. La question qui reste ouverte est la plus sensible. Si la discipline rend la liberté significative, où se situe la limite entre protection et contrainte, surtout lorsque la crise dure? Pour l'État, l'enjeu immédiat est la continuité de l'ordre social sans basculer dans la contrainte gratuite. Dans la logique du contenu adverse, une jeunesse encadrée par des règles communes réduit la prise de la désinformation et des mobilisations fondées sur la colère plutôt que sur la compréhension. L'effet attendu est une cohésion minimale, moins de fractures internes à exploiter, davantage de stabilité pour que l'école, les services et la vie économique tiennent malgré la pression. La limite est posée en creux si la discipline est vécue comme une protection temporaire. Elle peut consolider l'adhésion. Si elle est vécue comme un verrou durable, elle peut déplacer l'attention au lieu de l'apaiser. Pour les entreprises et l'économie, l'impact est décrit par des habitudes plutôt que par des indicateurs chiffrés. Ponctualité, coopération, maîtrise de soi et respect du temps sont présentés comme des fondations de la vie civique qui se transfèrent ensuite au travail. Le bénéfice supposé est une jeunesse plus résiliente face à l'incertitude, donc moins attirée par les promesses rapides de réseaux criminels ou par des idéologies extrêmes qui offrent appartenance et sens immédiat. Mais l'objection demeure. L'ordre ne produit pas mécaniquement la confiance et une discipline mal comprise peut être perçue comme une simple conformité sans responsabilité intérieure. Pour les citoyens ordinaires, la conséquence la plus tangible serait la baisse du chaos quotidien lorsque des tensions dégénèrent sous l'effet de la manipulation émotionnelle. Le contenu adverse insiste sur un apprentissage, rester calme sous pression, remettre en question l'information et comprendre que les actions d'un petit groupe peuvent déstabiliser des communautés entières. Dans cette lecture, la discipline ne fait pas taire les étudiants. Elle prétend distinguer participation civique constructive et agitation destructrice en poussant vers la réforme plutôt que vers la rupture. La question sensible reste la même. Comment protéger la société sans confondre stabilité et fermeture de l'espace critique? Pour la région et le Sahel, l'effet attendu est une réduction de la contagion de la fragmentation sociale, présentée comme un carburant des crises. Une jeunesse moins divisible complique, selon la narration, le recrutement et la manipulation, y compris par des récits étrangers qui glorifieraient le désordre en le déguisant en liberté. C'est ici que se paie la dette de curiosité ouverte au mi-parcours. Où finit la protection et où commence la contrainte quand l'instabilité dure? Ibrahim Traoré est présenté comme assumant une réponse conditionnelle. Préserver le débat, mais l'ancrer dans la responsabilité afin que la contestation ne devienne pas un outil de déstabilisation. Si l'on se projette sur 6 à 12 mois,
Un premier scénario est celui d'une stabilisation fragile avec une tension contenue. Dans cette trajectoire, le dispositif reste présenté comme une formation civique temporaire et continue d'être justifié par le besoin de cohésion. Les routines structurées produisent un effet de stabilisation du quotidien, moins de dispersion, plus d'autocontrôle, davantage de responsabilité collective. Le débat public ne disparaît pas, mais il se déplace. La question centrale devient la légitimité du cadre, sa durée et la capacité des institutions civiles à reprendre pleinement le relais. L'État gagne un peu de temps, mais la fragilité demeure, car les pressions sécuritaires et sociales décrites dans le contenu adverse ne se résolvent pas rapidement. Un scénario plus optimiste verrait une consolidation civique et un recul de la manipulation. Ici, la discipline est intériorisée comme une protection et non vécue comme une contrainte. Les étudiants apprennent à filtrer les récits de colère, à distinguer information et désinformation et à relier liberté et responsabilité. L'unité issue des mêmes règles réduit les fractures internes et rend plus coûteuse la tentative de division communautaire. La cohésion sociale devient une barrière plus solide contre le recrutement extrémiste et les réseaux criminels, parce que la jeunesse se sent moins disponible pour les promesses rapides. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré apparaît comme ayant obtenu un résultat politique clé, reconstruire une confiance minimale entre civils et forces armées sans effacer l'espace critique. A l'inverse, un scénario pessimiste pourrait conduire à une confusion des symboles, un rejet et une polarisation. Le risque décrit par les critiques devient réel si le dispositif est perçu comme un glissement vers un modèle vertical durable. Le symbole militaire peut produire une lecture de domination, même sans armes. L'université se fragmente. Certains y voient une protection, d'autres une normalisation de l'autorité. La polarisation augmente et la stabilité recherchée peut se transformer en tension latente. La question de la limite, protection ou contrainte, cesse d'être théorique. Pour garder une lecture prudente, sans spéculer, pour juger la trajectoire, il faut séparer 3 plans. Intention déclarée, pratique observable et durée du cadre. La vraie variable est la durée. Qui décide et quand cela s'arrête? Cette question ouvre la dernière boucle de curiosité. Quelles garanties concrètes peuvent empêcher la prévention de devenir une norme permanente? Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas seulement burkinabé, il est universel. Que fait une société quand la pression devient permanente et que la jeunesse se retrouve au centre de toutes les batailles, idéologiques, économiques, sécuritaires? Le contenu adverse propose une idée simple à tester dans sa propre vie. La liberté sans structure peut se transformer en chaos, non parce que la liberté est mauvaise, mais parce qu'elle devient vulnérable à la fatigue, à la colère et à la manipulation. Pour un jeune adulte, le miroir est direct. Les réseaux sociaux récompensent la vitesse, l'indignation et la division. La routine, elle, récompense la continuité. Une première action possible est personnelle. Instaurer une discipline minimale du temps, non pour obéir, mais pour reprendre du contrôle. Une deuxième action est cognitive. Ralentir avant de partager, questionner les récits qui excitent la colère, distinguer participation civique constructive et agitation émotionnelle. Ce sont des gestes modestes, mais ils traduisent exactement la logique décrite. La pensée critique a besoin de stabilité pour exister. Pour un parent ou un enseignant, la question devient éducative. Comment transmettre responsabilité et civisme sans basculer dans l'autoritarisme? Le texte insiste sur une différence. Former au caractère n'est pas former à la violence. L'apprentissage de limites peut être civil, familial, scolaire et ne dépend pas nécessairement de symboles militaires. Ce point permet un déplacement utile. Le spectateur n'a pas besoin d'adhérer au modèle du Burkina Faso pour retenir sa leçon centrale. Dans une société fragile, l'absence de responsabilité collective peut être aussi dangereuse que l'ignorance. Si cette idée dérange, c'est qu'elle oblige à regarder un angle souvent négligé. Les crises ne commencent pas seulement par des ennemis extérieurs, elles commencent aussi par la confusion interne. Et c'est là que la discussion peut devenir féconde, sans caricature. La difficulté, dans le cadre présenté, est d'éviter que la prévention civique ne soit perçue comme une contrainte durable.
Le contenu adverse n'offre pas un plan administratif détaillé, mais il permet de reconstruire une feuille de route cohérente en 5 étapes, sans ajouter de faits externes, en respectant l'intention proclamée. Former des citoyens, pas des soldats. Pour commencer, clarifier la mission. État, immédiatement. Définir publiquement la finalité. Discipline civique, responsabilité, cohésion. On peut l'évaluer par cohérence du message et absence d'ambiguïté sur l'absence d'armes et d'endoctrinement. Ensuite, encadrer la durée, État et université, court terme. Fixer un caractère temporaire lisible. On peut l'évaluer par calendrier transparent et point de sortie explicite afin que la prévention ne devienne pas norme. Puis, séparer discipline et violence, formateur en continu. Former à l'ordre, au respect de fin des règles, à la maîtrise de soi, sans logique de combat. On peut l'évaluer par contenu enseigné centré sur civisme, coopération, gestion du temps. Après cela, renforcer l'esprit critique. Université, moyen terme. Ancrer la discipline dans la pensée critique, questionner l'information, résister à la manipulation, comprendre les conséquences collectives. On peut l'évaluer par exercice concret de discernement et d'analyse des récits. Enfin, reconstruire la confiance civiles armées, État, société, moyen terme. Montrer l'armée comme institution de protection composée de citoyens au service de la nation. On peut l'évaluer par perception de légitimité, baisse des lectures de force d'occupation et dialogue public sur la responsabilité. Ibrahim Traoré est associé dans le texte à l'idée que cette séquence doit préserver le débat tout en empêchant la déstabilisation. La boucle ouverte au scénario pessimiste se ferme ici. La garantie la plus forte n'est pas rhétorique, elle est procédurale. Durée, transparence, séparation stricte entre formation civique et logique militaire. On revient au même couloir du matin. Lever tôt, alignement, règles identiques, routine partagée. Ce motif, banal en apparence, porte tout le débat, car il peut être lu de deux manières opposées. Pour les critiques, il évoque une normalisation de l'autorité, un symbole qui inquiète. Pour le contenu adverse, il représente une prévention. Remplacer la dispersion par l'ordre, l'isolement par la responsabilité collective, la colère par le discernement. Le rappel du micro-cas de la partie précédente éclaire ce point. Un étudiant qui apprend à gérer son temps, à maîtriser ses impulsions et à mesurer l'effet de ses actes sur les autres devient moins vulnérable aux promesses rapides, aux récits de manipulation et aux mobilisations émotionnelles. Dans une société décrite comme fragile, cette transformation du quotidien est présentée comme une défense douce. Ibrahim Traoré apparaît une dernière fois comme centre de gravité. Il associe l'éducation à la souveraineté et affirme que produire des diplômés sans discipline civique revient à produire une faiblesse stratégique. La question n'est donc pas seulement liberté ou discipline, mais quelle discipline protège sans enfermer. Et s'il fallait retenir une seule idée, ce serait celle-ci. Un pays perd sa jeunesse, il perd son avenir. Au fond, ce récit parle d'un symbole. Une société qui choisit de façonner le caractère en même temps que la connaissance, parce qu'elle craint que la crise ne vienne autant de l'intérieur que de l'extérieur. Le contenu adverse propose une lecture exigeante. La liberté n'est pas seulement un droit, elle est une responsabilité. Et sans responsabilité partagée, la cohésion peut se dissoudre plus vite que les institutions ne la réparent. L'intérêt pour le spectateur n'est pas d'adopter ce modèle ou de le rejeter par réflexe, mais de le comprendre sans caricature. La discipline décrite n'est pas une glorification de la violence, elle se présente comme une protection contre la manipulation, la désinformation et la division. Mais elle soulève aussi une vigilance nécessaire. Toute prévention doit avoir des limites claires, une durée lisible et des garanties de débat. Alors la question reste ouverte et elle mérite une discussion calme. Dans une nation sous pression, où place-t-on la frontière entre protection et contrainte, surtout quand la crise dure ? Et plus largement, quelles formes de civisme peuvent renforcer une jeunesse sans la priver de sa capacité de critique ?